Voilà, vous avez des micros, et il y en a un par personne, donc vous n'aurez pas besoin de vous battre, vous pouvez tout de suite les saisir. Nous allons parler pendant une petite heure de la transformation du monde et de l'Europe, puisque, on l'a bien vu avec le discours de Thomas Buberl, une des grandes incertitudes dans le monde, c'est l'Europe, c'est l'état de l'Europe et les risques qui pèsent sur nous. 4 intervenants, je vous l'ai dit. Valérie Gomez-Bassac, vous êtes députée de La République En Marche. Vous êtes député du Var, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et de la Commission des affaires européennes. 2 commissions. On dit que les députés ne travaillent pas tous, mais vous faites partie probablement de ceux qui bossent. Vous êtes député du Var. C'est votre premier mandat? Oui, tout à fait. Premier mandat politique. Donc vous faites partie de cette troupe de nouveaux élus En Marche. De jeunes politiciens, vous pouvez le dire. De jeunes en politique, voilà, je le dis comme ça. Vous avez été avocate. Oui, tout à fait. Et vous enseignez à la faculté de Toulon. Vous êtes spécialisé dans les affaires de risque, d'assurance et de concurrence. On va parler de tout ça avec vous. Jean-Hervé Lorenzi, vous avez là devant vous un des économistes les plus influents de ce pays. Pourquoi de ce pays d'ailleurs? Oui, je trouve que c'est très limitatif. Je suis désolé, Jean-Hervé. Jean-Hervé Lorenzi est le président du Cercle des économistes. Il est l'organisateur des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui sont probablement la plus grosse manifestation où l'on parle d'économie avec la quasi-totalité des économistes français, en tout cas de ceux qui comptent. Jean-Hervé est l'auteur de nombreux ouvrages. Il est chez UBS depuis 2017. Et parmi ces ouvrages, j'en retiens un monde de violence, l'économie mondiale 2015-2030. Bien vu, nous sommes au début de cette séquence 2015-2030 et nous sommes assurément dans un monde de violence. Bernard Spitz est le patron de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Bernard. Membre du bureau du MEDEF, président du groupe Politique internationale et Europe au sein du MEDEF. Bernard Spitz représente donc l'ensemble du métier de l'assurance. J'allais dire face à l'État, parce que c'est quand même un boulot de préserver, défendre ou faire prévaloir les intérêts ou les exigences de l'assurance dans le cycle de décision d'un gouvernement. Au fond, vous êtes à la tête d'un lobby, c'est comme ça qu'on dit? Le mot n'est pas insultant, c'est technique. Oui, voilà. En France, on n'est pas habitué au mot, mais on défend les intérêts d'une profession qui a cette particularité de défendre les intérêts de sa population, parce qu'elle est dans son rôle de protection dans tous les domaines. Par conséquent, on est parfois face à l'État, on est souvent avec. Et en tout cas, on est généralement au rendez-vous de l'intérêt général et de l'intérêt des entreprises. Et on va voir ça cet après-midi. Merci beaucoup. Général Henri Bentégeam, en général, vous êtes l'ancien chef d'état-major particulier du chef de l'État, puis chef d'état-major des armées, le fameux SEMA. On en avait beaucoup parlé du SEMA. L'un est devenu célèbre un peu contre son gré il y a maintenant 18 mois. Et vous avez été aussi le président du comité militaire de l'Europe. On va commencer avec vous. J'ai jamais commandé d'armée, j'ai jamais fait la guerre non plus, mais je suppose que quelqu'un qui dirige une armée et qui doit se lancer dans la guerre ou qui doit faire face à des risques, il commence par camper le paysage, essayer de voir sur quel terrain il évolue. Sur quel terrain évoluons-nous? Quel est l'état de la situation? Quel est l'état du risque dans le monde et en Europe? Général Bentégeam. Merci beaucoup. Alors, évidemment, je vais me concentrer un peu sur le monde dont je suis, c'est-à-dire le monde de la défense et de la sécurité. Et je voudrais faire 3 constats. Le premier, c'est que l'ordre mondial, qui a longtemps été imposé par les superpuissances, a cédé la place aujourd'hui à une ère de désordre. Le deuxième constat, c'est que l'éradication de la guerre, tant espérée à la fin de la guerre froide, et malheureusement n'est pas pour demain. Et le troisième constat, c'est que la France n'est plus tout à fait maîtresse de son destin et que l'Europe sur laquelle elle parie est, dans ce domaine de la défense et de la sécurité, autant un problème qu'une solution. L'ordre mondial a été dominé pendant 40 ans par un conflit bipolaire. Et puis nous sommes arrivés enfin, aujourd'hui, à cet ordre multipolaire que nous appelions de nos voeux à l'époque.
Et la question, c'est, faut-il s'en réjouir? Non, si on considère que la gouvernance mondiale, c'est-à-dire les Nations Unies, le G20, l'OMC, etc., la gouvernance mondiale, qui était plus ou moins en panne depuis une dizaine d'années, est aujourd'hui en recul. Elle est en recul sous les coups de boutoir du nationalisme américain, russe, chinois en particulier. Alors les anciens gendarmes du monde, c'est-à-dire les États-Unis, aujourd'hui s'isolent, mais ils s'isolent en réalité pour préparer leur combat du siècle avec la Chine. Et donc concrètement, l'affaiblissement des règles et des alliances installe le désordre, qui est parfois aujourd'hui proche du chaos. Dans ce contexte, la guerre résiste et elle change de forme. Après 70 ans de paix sur le territoire de l'Europe de l'Ouest, tout le monde espérait, certains croyaient, à son éradication possible. Et il est vrai que depuis la fin de la guerre froide, on constate une diminution du nombre de conflits entre États. Mais les appétits territoriaux russes et chinois, les crises du monde musulman, qui est à la fois divisé et en partie radicalisé, nous rappellent un élément essentiel, ce que l'ancien maître de la polémologie appelait le fait que l'ADN humain est quasiment inchangé depuis l'homme de Néandertal. Et de fait, la frontière entre guerre et paix est devenue aujourd'hui particulièrement floue. Les conflits actuels mélangent différents religieux et ethniques, appétits régionaux, grande criminalité et intérêts des grandes puissances. On le voit aussi bien en Syrie qu'en Afghanistan ou au Soudan, au Congo, etc. Et de nouveaux domaines, petit à petit, s'ouvrent à la guerre. Le premier, on le connaît, évidemment, c'est ce à quoi nous sommes tous attentifs, parce que ça dépasse de très loin le cadre militaire, c'est les affrontements dans le cyberespace. Mais demain, ce qu'on peut craindre, en particulier d'après les déclarations récentes du président Trump, c'est que la guerre s'étende au domaine de l'espace exo-atmosphérique. Et finalement, concrètement, le seul frein à l'affrontement entre les grandes puissances, aujourd'hui, c'est encore la dissuasion nucléaire. Mais la dissuasion nucléaire elle-même est de plus en plus contestée. Il y a 18 mois, l'Assemblée générale des Nations unies a voté l'interdiction générale des armes nucléaires, qui est sans effet, bien sûr, sans effet, mais malgré tout, qui a été signée par plus de 130 États et ratifiée déjà par un certain nombre. Alors la France, dans ce cadre, eh bien, la France n'a plus tout à fait, je le disais, la maîtrise de son destin. Si on prend ça en termes généraux, Raymond Aron, d'abord, et par la suite repris et enrichi par Joseph Nye, ce responsable américain, l'inventeur du soft power, avait décrété que la puissance d'un État, la puissance d'une nation, se mesurait au nombre de ses capacités, au nombre de 5 de ses capacités. La démographie, l'économie, la culture, la cohésion nationale et les capacités militaires. Si on regarde de manière rapide et sommaire le cas de la France, on constate que notre poids démographique est de plus en plus négligeable, que notre poids économique est malheureusement en régression, que notre influence culturelle est languissante, que notre cohésion nationale est incertaine. Seules nos capacités militaires relèvent encore d'une grande puissance. La France, indiscutablement, est aujourd'hui la première puissance militaire européenne, à égalité avec le Royaume-Uni. Et seules ces capacités militaires justifient encore aujourd'hui notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pourtant, en partie à cause de la crise de 2008, aujourd'hui, ces capacités françaises militaires sont nettement insuffisantes pour que la France puisse seule assurer la protection de ses citoyens, de ses intérêts et de ses valeurs. Il est donc tout à fait logique et raisonnable que le président et le gouvernement aient décidé de parier sur l'Europe dans ce domaine de la défense et de la sécurité.
Mais dans le domaine de la défense, il est clair que l'Union européenne ne peut réussir et s'affirmer que si elle se défait de sa dépendance à l'égard des États-Unis. Les chiffres sont clairs et simples. Aujourd'hui, l'ensemble des budgets militaires des États de l'Union européenne représente le tiers du budget de défense des États-Unis. Et aujourd'hui, la majorité de nos partenaires européens, en réalité, ne comptent que sur les États-Unis pour assurer leur défense et leur sécurité. Il faut ajouter que le Brexit fait perdre à l'Union européenne une partie très importante de ses capacités militaires. Alors je crois qu'il ne faut pas rêver. Je veux dire, à quoi servirait une armée européenne s'il n'y a pas un gouvernement européen qui décide de l'employer et qui la contrôle? Je crois que la raison veut aujourd'hui que nous nous contentions d'abord de consolider ce qui existe au sein de l'Union européenne dans le domaine de la défense et de la sécurité, et ensuite que nous évitions à tout prix de rompre d'une part avec Washington, on n'a pas le choix, et surtout avec Londres. Merci beaucoup, Général Henri Benteja. C'est un risque, cette rupture avec Londres. Il y a des accords militaires, il y a eu dans l'histoire, et en particulier des accords qui ont été signés il y a peut-être une dizaine d'années à La Rochelle, des accords importants. Est-ce que ceux-ci doivent être débouclés si on a par exemple un no deal ou si on a un hard Brexit, ou est-ce que de la part des Britanniques, les Anglais en particulier, et de la part des Français ou des Européens, il y a une volonté de garder le lien? Alors je crois que du côté britannique, il y a une très forte volonté de garder ce lien. À la fois d'ailleurs avec la France en bilatéral, mais aussi même avec l'Union européenne, avec ce qu'on appelle la politique européenne de sécurité et de défense, qui est aujourd'hui quelque chose d'un peu incertain, mais qui démontre par cette volonté britannique que malgré tout, ça a réellement un intérêt, une réalité. Donc effectivement, les Britanniques le souhaitent. Le problème, c'est que si les Britanniques restent accrochés à ce qu'on a réalisé aujourd'hui dans le domaine de la défense et de la sécurité au sein de l'Union européenne, ils empêcheront l'Union européenne de déployer cette capacité propre. On le sait, parce qu'ils le font à l'intérieur de l'Union européenne depuis un certain temps, parce qu'ils ne souhaitent pas. Voilà, parce qu'ils ne souhaitent pas que nous posions des problèmes à l'OTAN, bien évidemment. Et donc, si vous voulez, on est aujourd'hui très partagé entre ce besoin de rester collé avec les Britanniques et en même temps la nécessité qui n'empêche pas l'éclosion possible d'une défense européenne. Je reprends une de vos phrases, vous avez dit « il ne faut pas rêver une armée européenne, on n'est pas dans l'air du temps ». Le chef de l'État l'a pourtant dit, mon objectif c'est une armée européenne, il met la charrue avant les bœufs, il met les troupes avant la définition d'une politique de défense européenne? Alors je crois qu'il y a deux manières de considérer ces déclarations du président Macron. La première manière, c'est de dire c'est complètement irréaliste, c'est hors sol, etc. Et puis la deuxième manière, c'est de considérer que c'est une provocation nécessaire. Voilà, alors chacun appréciera comme il le veut. Et vous dites quoi? Et moi, je dis que d'une part, c'est irréaliste, et d'autre part, c'est sans doute aussi une provocation nécessaire. Ah, vous êtes en même temps? Voilà. Ah, très bien, parfait, très macronien. Bernard Spitz, d'abord une réaction face à tous ces propos, cette description, non pas apocalyptique, mais un peu inquiétante de ce qu'est le paysage aujourd'hui mondial et européen en particulier. D'abord, un accord total avec tout ce qu'a dit le général. On vit quand même une époque de rupture parce que ce qu'a dit sur l'échelle historique la chancelière Merkel en disant, avec des mots très simples, après les déclarations et les actions de Trump, ben maintenant on ne peut plus compter sur les États-Unis comme avant, c'est juste que ce qui était le pilier absolu depuis donc la Deuxième Guerre mondiale, est considéré comme n'étant plus valide. Et donc, ce n'est pas des réactions qui peuvent se faire en quelques jours ou en quelques mois. C'est simplement que le jour où on regardera cette période dans 5 ans, dans 10 ans, avec 15 ans de recul, on dira que là, il y a eu un tournant. Et je pense que c'est aussi à la lumière de ça qu'il faut comprendre les déclarations du président de la République. Alors, sur le fond, sur la transformation européenne, Bernard Spitz, comment est-ce que vous abordez les choses ? Alors, sur la transformation européenne, je ne sais pas, on avait prévu un petit cadeau pour les auditeurs de la radio. Alors, je ne sais pas si on le fait au début ou à la fin. Allons-y, oui. Parce que, donc, on a une petite tradition qui s'est ancrée depuis l'an dernier, qui est que, comme à Davos,
on interroge l'ensemble des responsables des risques dans les grandes compagnies d'assurance françaises, ça représente 100% du marché, pour leur demander leur appréciation des risques. Il me semble que ça va assez bien avec le début de la discussion. Et donc vous avez cette carte, d'ailleurs vous aurez un développement Vous pouvez la regarder, elle est devant vous. Dans l'opinion demain. Hein. Et donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre d'une part quelles sont les tendances les plus... oui, elles sont là. Les tendances les plus prégnantes à court terme, puisque ça c'est une carte sur l'évaluation des risques à 1 an. Il y en a une autre qui sera disponible dans l'opinion demain pour les risques à 5 ans. Mais à 1 an, c'est donc la perception court-termiste des risques. Et vous avez sur le tableau donc d'un côté l'occurrence des risques, c'est la probabilité qui se déroule, et de l'autre l'impact qu'ils peuvent avoir. Et le mouvement, c'est la comparaison avec l'année dernière, puisqu'on avait donc fait pour la première fois ce tableau l'année dernière. Et donc ce que l'on voit de façon assez simple, c'est l'émergence, la pertinence du risque technologique, les cyberattaques, comme l'a dit Thomas Buberl tout à l'heure. Qui reste à peu près au même niveau. Qui reste au même niveau, c'est-à-dire complètement au haut à droite, c'est-à-dire à la fois ce qui est le plus sûr et avec le plus d'impact. Donc c'est très nettement la priorité, et c'est aussi ce que l'on retrouve à long terme. Ensuite, vous avez cette situation particulière sur les risques sociétaux qui sont aussi les risques politiques, parce qu'il y a à la fois une combinaison des risques politiques, notamment ceux qui touchent l'Europe, c'est donc le lien avec notre propos, mais on voit bien dans les risques sociétaux, c'est la montée des inégalités, c'est les revendications sociales, donc c'est la montée du populisme, elle se traduit dans ces deux schémas, qui tous les deux se déplacent très fortement. Alors, ces risques sociétaux, on les voit en bas, c'est la ligne rouge, le déplacement de la gauche vers la droite, mais ils ne sont pas très intenses. Je veux dire, ils sont là, ils sont plus présents à l'esprit de tous ceux que vous avez interrogés, mais ils ne sont pas d'une intensité incroyable. Ils sont d'abord, vous voyez l'amplitude de la courbe, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un basculement qui traduit l'effet réel, l'effet de réalité dans toute l'Europe avec la montée de cette crise, de ces frustrations des classes moyennes qui se traduisent de la façon que l'on sait. Alors effectivement, l'impact économique est pour l'instant considéré, mais c'est ce que disait Thomas Buberl tout à l'heure, comme quelque chose également sur les risques politiques, maîtrisable, comme quelque chose qui est under control. On verra, c'est du court terme, c'est quand même à 1 an, donc c'est aussi pas une projection définitive. Et puis les risques réglementaires, les risques environnementaux, ils sont en retrait, mais parce qu'en fait les risques réglementaires, et dans la salle je crois qu'on sait bien de quoi on parle, c'est le fait que notamment les normes IFRS sont repoussés, et donc le risque il est repoussé d'autant, donc c'est normal qu'il diminue. Et les risques environnementaux, c'est qu'à l'échelle de l'Europe et à l'échelle des marchés français de l'assurance, si sur le long terme ces risques restent extrêmement prégnants et sont les seconds plus importants, à court terme on ne sent pas une aggravation. Voilà, donc c'est un petit instantané, je pense que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup. Alors, avec cette connaissance qu'on a maintenant de la perception des risques, comment est-ce que vous voyez le sujet de la transformation du monde et de l'Europe en particulier? Eh bien, ce qu'a dit le général sur le plan militaire, c'est au fond quelque chose qui se traduit dans tous les domaines. L'Europe, aujourd'hui, dans quelques domaines que ce soit sur le plan de l'influence économique, du poids économique, de l'influence culturelle, des relations commerciales, de la capacité à être un leader technologique, on voit bien que la réponse, aucun pays ne peut l'apporter à lui seul. Et je pense qu'il faudra ajouter une 6e catégorie, c'est celle qui est liée à la compétitivité technologique. Le fait qu'aujourd'hui... Pour la puissance d'un pays, pour l'influence d'un pays. Donc l'économie, la démographie, la culture, la cohésion, l'armée et le niveau d'éducation technologique et de ces jeunes et de sa population. Parce que quand on voit aujourd'hui la carte des formations en matière d'intelligence artificielle et de tous les domaines scientifiques qui sont liés de près ou de loin à ces matières, dont on sait l'importance capitale, on l'a rappelé depuis le début, on voit que l'Asie surperforme et que l'Europe est à la traîne. Donc oui, il suffit de regarder où sont les GAFA, où sont les BAX. Donc nous n'avons pas un seul pays et encore moins une seule entreprise capable de peser aujourd'hui sur le plan mondial, et ça ne va pas s'arranger. Donc là, on a vraiment des défis considérables. C'est à l'Europe de trouver les solutions collectives. Ajoutons à ça le fait que ce qui nous mine, et notamment la montée des populismes, c'est aussi une incapacité de l'Europe à régler un certain nombre de sujets. Pour commencer, celui des flux migratoires. L'Europe a fait fiasco dans ce domaine. Donc on a à la fois une Europe qui est indispensable, qui est la seule réponse possible pour exister dans le
dans l'histoire et dans la réalité économique, et en même temps une Europe qu'il faut réformer. C'est toute la difficulté de la situation actuelle sur le plan des élections. Puisque, est-ce que la réponse, c'est est-ce que vous trouvez que l'Europe, ça marche super bien ou est-ce que ça ne marche pas? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'il faut effectivement la réformer, la transformer, mais que pour ça, il faut qu'elle existe. Il n'y aura pas d'Europe sociale s'il n'y a pas d'Europe. Il n'y aura pas d'Europe technologique s'il n'y a pas d'Europe. Il n'y aura pas d'Europe économique s'il n'y a pas d'Europe. Donc aujourd'hui, c'est ça l'enjeu principal. Or, on a des gouvernements qui sont aujourd'hui en difficulté, tous, pour des raisons diverses, mais qu'on peut aisément décrire. Et puis, il n'y a pas, au niveau de l'Europe, un vrai leadership. Et ça, c'est le poison mortel. On a mis un système de fonctionnement à partir de l'unanimité qui devient paralysant, et dont tout le monde sent bien qu'il faut le modifier. On applique des normes, notamment, c'est tout le débat autour de la politique de la concurrence, mais on pourrait le dire aussi autour des politiques prudentielles. Elles ont leur logique, mais est-ce qu'elles sont encore valables? Quand on regarde la science économique, aux États-Unis, on voit que ce qui a fondé en matière de concurrence toutes les grandes constructions intellectuelles qu'on applique encore aujourd'hui et qui ont leur logique, bon, eh bien, elles sont contestées fortement aux États-Unis, dans les universités, dans les académies. Donc on a besoin d'un aggiornamento. Appliquer de façon aveugle et objective des règles qui ne sont plus valables, ça n'est pas légitime. Donc on a ce problème d'adaptation, on a un problème surtout de leadership, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions politiques. Toutes les difficultés auxquelles l'Europe se heurte aujourd'hui se résument à ce mot. Le Brexit, c'était politique. Ce qui se passe en Italie, c'était politique. Et la question qui se pose, c'est vous savez que Henry Kissinger avait l'habitude de plaisanter il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, en disant « Ah, l'Europe, qui je dois téléphoner ?» Quel numéro de téléphone? Voilà. Aujourd'hui, il ne pose même plus la question du numéro de téléphone. Il s'en fiche. Ça n'existe pas. Je ne crois pas que Trump demande quel est le numéro de téléphone de l'Europe. C'est le cadet de ses soucis. Donc, il faut que l'Europe retrouve son poids. Et pour qu'elle retrouve son poids, il faut qu'elle soit incarnée. Et pour qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle ait envie d'exister. Est-ce que l'Europe a envie d'exister? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Pour qu'elle ait envie d'exister, il faut qu'elle ait un leadership politique capable de l'incarner. Et jusqu'à présent, les États se sont plutôt ingéniés à l'éviter pour ne pas avoir de concurrence à Bruxelles par rapport aux États nationaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit changer. Et donc, beaucoup de questions, mais un enjeu fondamental. L'Europe est indispensable. C'est le point d'appui qui peut seul être la réponse aux questions qui se posent dans tous les domaines. Merci beaucoup Bernard Spitz. Vous avez posé plein de défis politiques. Donc, je vais bientôt vous donner la parole, Valérie Gomez-Bassac. Mais avant, une question d'abord. Lorsque Bernard Spitz, vous évoquiez la compétition avec la Chine en particulier, il y a une question qui est posée par... alors je pense que c'est par SMS, ou en tout cas, voilà, une question apparaît sur l'écran qui vient de la salle. Est-ce que le combat avec la Chine n'est pas déjà perdu? D'abord, il faut juste, enfin, de mon point de vue, il faut faire attention aux mots. Combat avec la Chine. La Chine défend ses intérêts. Elle a le droit de le faire. C'est simplement, c'est pas un combat, c'est simplement une volonté de rapport de force. C'est à l'Europe d'être capable d'imposer un rapport de force contraire. C'est comme avec les États-Unis. Il ne faut pas parler de combat. Il faut parler de rivalité. Il faut parler de compétition. Il ne faut pas parler de combat. Est-ce qu'on a déjà perdu avant? Non. Est-ce que dans certains domaines, on a pris un retard considérable? Oui. Vous savez, le général MacArthur disait que toutes les batailles perdues se résument en deux mots: trop tard. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il n'est pas encore trop tard, donc, mais il est temps d'agir. Grouchy est arrivé trop tard, ça c'est sûr. Oui, et puis il ne faisait pas beau ce jour-là. Ouais. Bon. Et donc, il n'est pas trop tard, c'est ça? Dans un certain nombre de domaines, il n'est pas trop tard. Et puis, on ne peut pas gagner sur tous les terrains, mais il y en a sur lesquels il faut se concentrer parce qu'ils sont stratégiques, parce qu'ils sont indispensables. Et donc, c'est ceux-là sur lesquels il faut se donner la priorité et donc rallier les Européens. Alors, en disant ça, je suis bien conscient que je ne veux pas paraître naïf moi-même, mais je pense que s'il n'y a pas de volonté, voilà, ça ne peut pas marcher. Il faut donc à minima la volonté, puis après, il faut y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience politique, convaincre les opinions publiques. Je ne pense pas que ce combat soit perdu. Ça, c'est le boulot des politiques. Alors, oui, je vais vous passer la parole, Valérie Gomez-Bassac. D'abord, est-ce que vous vous retrouvez dans ce tableau assez sombre, quand même, des risques géopolitiques et des manquements, disons, de l'Europe à son rang de puissance? Ah oui, moi je suis en accord donc avec tout ce qui a été dit précédemment. C'est un constat dont il faut tirer les conséquences.
tout ce que nous a apporté l'Europe, il ne faut pas l'oublier, il faut partir de là, c'est-à-dire l'Europe de la paix, l'Europe de la libre circulation. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut une vraie Europe, il faut une Europe politique, il faut une volonté politique, et sur ça, je suis parfaitement en accord avec vous. Il faut que des décisions soient prises, il faut rassurer aussi au niveau économique. Moi, je suis pour l'adoption d'un code européen des affaires, pour qu'il y ait une base commune, pour que nous puissions travailler ensemble et faire d'une Europe une Europe beaucoup plus forte et capable de faire face à la Chine, aux États-Unis. Il faut que nous donnions les outils aux entreprises pour pouvoir faire face à toutes ces exigences, et ça aussi, ça dépend d'une volonté politique. Donc on voit qu'il y a des différents accords qui se mettent en place. On a vu récemment le traité d'Aix-la-Chapelle qui montre quand même une volonté de collaborer, de coopérer à travers des objectifs, pour certains ambitieux, en termes économiques, en termes sociaux, mais il faut encore aller plus loin parce qu'il faut tirer les conséquences du Brexit, c'est-à-dire que le Brexit, c'est regrettable, on perd un État important. Enfin, nous allons voir comment ça va se finir tout de même, mais il faut aussi en tirer les leçons, c'est-à-dire qu'on voit que les autres États veulent rester ensemble, veulent rester unis et essayer d'avancer ensemble. Donc il faut vraiment prendre toute la mesure des enjeux à venir, de l'importance des élections à venir et prendre cette orientation-là qui est plus d'Europe. Pardon, mais concrètement, vous parliez du traité d'Aix-la-Chapelle. Ce traité d'Aix-la-Chapelle, il est très déclaratif. Oui. Il ne dit pas grand-chose de concret. Il a été détourné de façon malveillante sur les histoires d'immigration, mais quand vous lisez le traité, ce que j'ai fait, il ne se passe pas grand-chose de concret. Il n'est pas applicable du jour au lendemain. Donc concrètement, ça signifie quoi ? Alors, en ce qui concerne ce traité, vous l'avez dit, et contrairement à ce qui avait pu être soutenu par certains, c'est un traité d'objectifs essentiellement, et il faut que ce soit... Alors, c'est bien que ça ne concerne que 2 États, donc heureusement que ça n'engage pas tout le monde. Il y a une volonté d'essayer de rapprocher des régions, de rapprocher de faciliter aussi la mobilité de certaines personnes, de pouvoir travailler de part et d'autre en ayant les mêmes avantages, que ce soit au niveau du chômage ou des différents droits. Ça va, alors là, par contre, je ne partage pas votre avis, c'est qu'il y aura des textes suite à ça, forcément, parce qu'il y a vraiment une volonté de donner une impulsion en ce sens. Concrètement, alors, concrètement, nous allons travailler. Non, mais concrètement, voilà, on est là pour essayer de réfléchir à cette transformation de l'Europe. Vous êtes la représentante du pouvoir politique, vous faites partie de la majorité. Concrètement, est-ce que vous sentez, par exemple, qu'à l'occasion de ces élections européennes, le 26 mai prochain, un certain nombre de sujets de transformation propres à augmenter le pouvoir de l'Europe vont venir dans le débat et être tranchés par les électeurs ? Alors oui, je vous l'affirme même. Nous avons, alors en ce qui concerne la majorité, donc nous élaborons un programme qui tient compte des consultations citoyennes qui ont été faites sur l'Europe à travers les différents États. Et il y a une réelle volonté d'avoir des politiques communes en matière d'immigration, en matière de climat, en matière d'environnement de façon plus générale, en matière économique. On voit que par exemple tous les sujets qui touchent la fiscalité sont des sujets sensibles. Donc après évidemment ça va se décider au niveau des institutions européennes et vous le savez comme moi, c'est-à-dire à travers des règlements et des directives en essayant d'éviter encore d'adopter trop de textes qui risquent de rendre les choses encore plus floues, mais il y a une volonté d'avoir une politique commune, oui. Je le disais, vous êtes une spécialiste du droit de la concurrence et également du risque. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si c'est déjà déclaré ou annoncé, mais Bruno Le Maire disait que c'était plié ce matin. Ce qui se passe en ce moment sur Alstom Siemens, c'est une mauvaise nouvelle ou c'est quelque chose qui est parfaitement explicable par la réalité des textes et l'intérêt du consommateur ? Alors, par l'application des textes, c'est malheureusement explicable, puisque c'est une juste application des règles du droit de la concurrence. C'est-à-dire que ce sont des règles, pour moi, qui ne sont plus adaptées aujourd'hui et qu'il faut absolument faire évoluer parce que le marché n'est plus le même, parce que l'appréciation du marché, du produit, de la substituabilité, etc., ce ne sont plus les mêmes indicateurs qu'il y avait à l'époque du traité de Rome. Donc ce sont des règles à faire évoluer. C'est une décision politique regrettable, mais bon, la Commission est là pour appliquer les règles, donc prévisible aussi. Et donc vous militerez dans ce sens
pour faire révision des évoluer. règles. Ah, tout à fait, à fait. Oui, parce que l'économie change, parce que tout va plus vite, parce que les marchés ne sont plus les mêmes, parce qu'il y a différents acteurs et notamment venant de l'extérieur. Donc il faut absolument adapter ces règles. Oui, tout à fait. Jean-Hervé Lorenzi, vous connaissez bien l'Europe. Vous travaillez sur les modèles économiques et économétriques de l'Europe. Vous avez une grande expérience, une grande vision en la matière. Est-ce que l'Europe nous empêche ? Nous empêche, nous gêne. Est-ce qu'elle nous freine ? Peut-être une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit pour rajouter un peu de bonne humeur à cette description qui est quand même jovial, particulièrement joyeuse. C'est assez jovial. Particulièrement joyeuse. Je rajouterai juste un point, c'est que les difficultés européennes s'inscrivent dans un univers qui lui-même est un peu dans un doute très profond. Non, si vous alliez oublier ça, sinon il faut absolument qu'on arrête d'avoir un moral au beau fixe et il faut vraiment qu'on sache qu'on est dans la difficulté. La croissance du monde est en réalité vraisemblablement en ralentissement extrêmement rapide, beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Et cette affaire est fondée, alors pour revenir à l'Europe, sur deux mots qu'il faut conserver maintenant en tête, qui sont les incertitudes du monde, les deux mots clés pour bien comprendre ce qui se passe, c'est le mot de croissance potentielle. Croissance potentielle, c'est celle qu'on peut avoir sans qu'il y ait de déséquilibre majeur. Et c'est lié à la population active qualifiée qui rentre sur le marché du travail. Et c'est lié à la productivité, les gains de productivité qu'on peut faire. Les deux sont en berne. Et donc, la croissance potentielle de l'Europe, parce que pour revenir à ce sujet, est vraisemblablement de l'ordre de 1%. 1%. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, ça donne un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le mot de bipolarisation, c'est-à-dire que le monde technologique tel qu'il est en train d'émerger est un monde qui, de face transitoire, je ne suis pas en train du tout de... Moi, je suis un optimiste. Et grâce à vous, je le suis encore devenu plus. Mais il y a cette idée assez forte qu'aujourd'hui, la technologie divise, segmente le marché du travail entre des gens comme les gens qui sont tous ici, qui sont, j'espère pour eux, bien payés, qualifiés, enfin, ils sont qualifiés sûrement, mais bien payés à la mesure de leur qualification, et puis une très grande partie de la population qui aujourd'hui a le sentiment, et c'est une réalité, d'être poussée vers des travaux de non-qualification. Et on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on rentre, Europe comprise, en tout cas, si Europe comprise pour l'ensemble du monde, si on n'a pas ces deux mots qui sont des contraintes majeures dans cette affaire. Alors maintenant, est-ce que le dispositif européen tel qu'il est... Alors quand je parle d'Europe, moi je parle de la zone euro, pour être à peu près clair, parce que sinon, je ne sais pas ce qui se passe en Slovénie, je ne suis pas spécialiste de la Slovénie, ce qui m'intéresse, c'est les pays de la zone euro. Et donc on ne parle pas de la Grande-Bretagne en particulier. Bien entendu que ça, oui. Mais cela, je n'ai que mon mouchoir pour pleurer, parce que je trouve que c'est extrêmement dommage, pour des milliers de raisons. Toute personne qui aime la mer est poussée à... Oui. Jean-Hervé est un grand marin, j'aurais dû le préciser. Donc, ne peut que être sensible à ça. Alors, sur le fond, la zone euro, est-ce qu'elle empêche ou non? Qu'est-ce qu'elle a eu de bien? C'est assez simple. Un, elle s'est fixée comme objectif, la Banque centrale, d'avoir une inflation limitée. Si Jean-Claude Trichet était à ma place, il dirait c'est exceptionnel. Depuis la création, l'inflation était en dessous des 2% fixés. Moi, qui suis un esprit moqueur, j'aurais dit c'est le cas partout ailleurs, donc il n'y a pas d'originalité particulière, mais imaginons que ce soit quand même... Mais il aurait sorti ses courbes pour vous convaincre, parce qu'il avait toujours des quantités de courbes à sa disposition. Il aurait mis des courbes qui font taire l'individu le plus intelligent et le plus volubile. On peut dire aussi qu'au fond, ça a créé une sorte de capacité de répondre au moment de la crise de 2007-2008 de manière très intelligente, parce que ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, tout ceci, ce qui permet de répondre à une crise financière si elle réapparaît, est quand même né en Europe, dans la zone euro, et ça c'est positif. Ce qui n'est pas positif, et lorsque je l'ai dit quasiment dans un bureau à côté de celui de Bernard, donc inspiré, qui était à Benoît Cœuré, je lui dis, mais tu vois bien que le problème majeur de la zone euro, c'est qu'il y a eu une divergence des économies. C'est-à-dire que si on prend l'économie française, elle a divergé de l'économie allemande de manière d'ailleurs presque incompréhensible. Ce qui est passé entre 2000 et aujourd'hui est inimaginable. Ça ne correspond pas à l'histoire économique de nos deux pays. Un renversement de l'ordre des facteurs. Eh bien, il me répond,
Et en ça, il est très... Alors Benoît Cœuré, c'est un des dirigeants de la Banque Centrale Européenne. Il est numéro 2 de la BCE et c'est un homme charmant et très intelligent. Alors qu'est-ce qu'il vous répond? Il répond, ça n'était pas dans les missions de la Banque Centrale Européenne. Donc je lui dis, ça, même chez les jésuites, on n'ose plus dire. Donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce de regard sur la manière dont ce système a explosé et la réponse à ça. Parce qu'au fond, contrairement à mes 3 camarades, je suis un optimiste de tempérament. Je crois que le fond du sujet, le maître mot, il faut toujours avoir des mots-clés, le maître mot de la sortie de cette ornière dans laquelle on est, c'est-à-dire cette espèce de croissance lente, mal vécue, avec des divergences, des drames, le drame grec, le drame chypriote, le drame italien, enfin, il y en a ras-le-bol de tous ces drames. Et un boulet social compliqué à traîner, hein, tout chômage, à fait. bien sûr. C'est l'idée que, d'une manière ou d'une autre, on mutualise un peu plus. Alors, mutualiser un peu plus, pour que vous compreniez bien, c'est qu'aujourd'hui, la zone euro a une épargne qui est très importante. Elle a un excédent commercial, qui est l'équivalent de l'épargne, qui est très positif. Ça vient évidemment, ça ne vient pas de la France, je tiens à le préciser, mais ça vient de l'Allemagne et des Pays-Bas, essentiellement. Et la zone euro, donc, serait capable de mobiliser cette épargne pour, en réalité, la transférer pour faire vivre, investir, évidemment, dans des projets rentables, mais qui sont plutôt dans le sud de l'Europe ou dans le centre de l'Europe, comme nous. C'est ça ce qui permettrait de marcher de la même manière que tous ceux qui ont été en Espagne ou en Irlande ont vu l'importance géante qu'ont présenté les subventions européennes pour créer de la richesse dans des zones qui étaient des zones qui étaient en réalité beaucoup moins favorablement situées. Et la réalité, c'est que cette épargne aujourd'hui, cet excédent allemand et des Pays-Bas, va s'investir partout ailleurs dans le monde. Mais pas en Europe. Mais pas dans la zone euro. En tout cas, pas Je suis assez. toujours dans la zone euro. Donc, tant que l'on n'aura pas, au fond, expliqué le fait qu'on ne peut pas développer ce produit, cette zone, si on n'a pas cette volonté, en réalité, d'avoir plus de croissance. C'est l'intérêt allemand aussi, parce que l'Allemagne est un pays qui a une démographie difficile, qui la conduira à avoir un ralentissement assez significatif de sa croissance dans les 10 ans qui viennent. C'est donc son intérêt. Je ne parle pas des Pays-Bas, que je ne connais pas plus que la Slovénie, mais je parle de l'Allemagne. Ce sont pourtant des grands marins. Ce sont pourtant des grands marins, je reconnais. Ouais. Les Slovènes ? Moins. Ils rament. Moins. Donc tout ça pour dire que si on ne fixe pas des règles politique, et là je rejoins ce qu'a dit Bernard, ce que vous avez dit, Madame la députée, c'est la politique. Mais la politique, c'est pas uniquement dire des mots dans le genre « je vais renforcer l'Europe », ça ne veut rien dire renforcer l'Europe. Si renforcer, on peut la renforcer d'une manière, d'une autre ou d'une troisième. Ça peut être changer les règles. C'est changer les règles. Obliger, par exemple, que cette règle qui consiste à taper sur les doigts d'un pays comme le nôtre qui a un déficit supérieur aux 3%, ou tous les pays qui ont ça, de taper sur les doigts des pays qui ont des excédents supérieurs à 3% en disant il faut les réutiliser pour faire un peu de croissance interne, donc créer finalement, j'allais dire, de l'appel d'air pour les produits des autres pays. De la même manière, il faut trouver des solutions qui font que l'on canalise l'épargne excédentaire vers les autres pays. C'est en réalité essayer d'avoir deux doigts de politique économique à peu près intelligente, plutôt que de faire comme Mme Vestager, qui restera quand même comme un personne, pas elle, mais cette décision de ce matin qui était d'une stupidité absolue, l'affaire Siemens-Alstom, plutôt que de faire ça, se concentrer sur de la macroéconomie, de la trajectoire et retrouver quelques dixièmes, peut-être même un point de croissance dans les années qui viennent. Si on ne fait pas ça, moi je veux bien qu'on fasse toutes les réformes, qu'on décide, qu'on a un chef d'état-major, en plus s'il est français, ce sera sûrement très bien, mais un chef d'état-major des armées, ça ne changera rien. Il faut une économie qui marche et qui fasse converger et qui garde les flux financiers à l'intérieur d'elle-même. Deux questions. Alors, une précision, de mémoire, l'excédent commercial allemand, c'est 300 milliards. Le déficit commercial français, c'est entre 60 et 70 milliards. Donc ça donne un peu une idée de la manière dont les économies se sont inversées. Pour les assureurs brillants qui sont ici, lorsqu'en 2002,
2003, j'ai toujours oublié, c'était 2002 ou 2003, les résultats de commerce extérieur français et allemand étaient très proches. Donc c'est une histoire insensée, c'est incompréhensible. Et donc, alors, il y a 1000 raisons. Certains vous diront c'est 35 heures, d'autres vous diront c'est les coûts du travail. Le troisième, c'est l'incompétence absolue de nos politiques. Les quatrièmes diront c'est que la France n'était pas bonne en foot. Il y a des milliers de raisons. Le fait est que c'est incroyable. Une question par SMS, un peu tranchante. Est-ce que c'est pas ignorer ce qu'est l'Europe que de ne parler que de la zone euro? Pourquoi est-ce que vous concentrez votre raisonnement uniquement sur la zone euro, en dépit du fait que vous ne connaissez pas intimement les Slovènes? Oui, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que je suis incompétent, mais on va la laisser de côté. La seconde, c'est que, au fond, si on rajoute la dizaine de pays qui font partie de l'Union européenne sans faire partie de la zone euro, on peut dire que c'est plus difficile de juger de l'ensemble. Pourquoi? Parce que le critère, en fait, les critères que j'ai évoqués sont des critères qui sont liés à une banque centrale, donc à quelque chose qui existe. Le reste, c'est l'affaire Alstom-Siemens, sur lequel je préfère ne pas continuer à m'exprimer. Tu as dit ce que tu en pensais. Oui, je ne m'exprime plus. Et lorsque l'on regarde bien ce qui a été le grand succès, puisque on ne peut pas inlassablement dire que on est au fond du trou définitivement, le marché unique qui a été quand même l'idée de base qui a fait fonctionner l'Europe, en réalité, quand on regarde les 4-5 dernières années, on s'aperçoit que les flux commerciaux entre les pays de l'Union européenne n'ont pas augmenté. Donc en réalité, le marché unique ne semble pas se développer de manière significative, ce qui pose un problème, de son fonctionnement, et c'est la raison pour laquelle je trouvais que c'est difficile de jouer. On va revoir d'ailleurs, mais juste peut-être encore un mot, oui. On va revoir réapparaître l'affaire de l'Union européenne dans les mois qui viennent, lorsque va se trouver posé le problème de la PAC, la politique agricole commune, sur lequel là ça va se bagarrer, parce que les Polonais nous ont... je dis ça, c'est un peu un propos de coin de table, mais ont pris une partie de ce que nous souhaitions conserver. Bon, c'est comme ça. Et que les grands projets industriels doivent être, qui est aussi le grand manque de l'affaire, alors là, de l'Union européenne. Tu as évoqué, Bernard, la technologie, on peut évoquer tous ces domaines-là. Malheureusement, pour les chemins de fer, c'est fini, mais pour le reste, c'est possible. Ça se fera, dans des organisations qui sont des organisations, à la carte, et qui intégreront vraisemblablement des pays qui ne font pas partie de la zone euro. Je pense par exemple à un pays formidable qui est la Suède, et qui... en réalité, se porte bien. Et qui n'est pas dans la zone euro. Mais il n'y a aucune relation. Voilà. Un chiffre, là encore, pour parler des Pays-Bas, puisque vous parliez de l'agriculture à l'instant. Les Pays-Bas ont dépassé la France comme exportateur mondial de produits agroalimentaires. C'était l'année dernière. Ce qui est incroyable. La France était première puissance exportatrice en Europe et elle a été dépassée par les Pays-Bas. Alors là, au fond... j'impliquerai deux choses. La première, c'est que vous vous souvenez que ce qu'on a appelé le remodelage de la politique agricole commune, moi j'en ai connu un quand j'étais à Matignon il y a déjà quelques décennies. Oui, enfin 2 décennies, pas quelques. Voilà. Mais ça fait quand même le siècle dernier. Pas plus, ouais. C'était il y a quelques années. Ouais. J'ai été frappé de voir que mes camarades compétents sur le sujet, qui était de très grande qualité, poser le problème de manière, souvent assez naïve. Je trouvais que les termes de nos intérêts étaient traités de manière naïve. Et deuxième sujet, c'est que notre politique en matière agricole a été, très négligente dans les 20 dernières années. Bernard Spitz, est-ce que, là aussi c'est une question SMS, est-ce que la France, l'Europe, plus généralement, n'a pas une carte à jouer avec l'Afrique, et est-ce qu'elle ne la laisse pas un peu trop de côté? La réponse est dans la question, évidemment qu'elle a une carte à jouer avec l'Afrique. Le problème, c'est que tout le monde a une carte à jouer avec l'Afrique, et que justement, les Chinois, par exemple, ils ont une carte à jouer avec l'Afrique, et alors le truc, c'est qu'ils la jouent, justement. Ouais. Et donc, effectivement, il y a des tas de cartes à jouer, le tout, c'est de les jouer. Ça s'appelle agir, c'est pas simplement parler. Donc, ce que disait Jean-Hervé, j'avais un autre exemple tout à fait illustratif que les gens dans la salle, je pense, apprécieront, puisqu'il s'agit de Solva 2. Aujourd'hui, les critères qui ont été appliqués en matière prudentielle par l'organisme, par l'Europe,
l'AIOPA, consiste quelque part à acter exactement le contraire de ce qu'est le message politique de l'Europe, c'est-à-dire à pénaliser de façon forte les investissements en matière d'infrastructure, en matière de private equity, en matière d'action, c'est-à-dire tout ce qu'on dit qu'on veut encourager, justement, on y colle une charge en fonds propres très supérieure à tout le reste. Donc on fait exactement le contraire de ce qu'on dit. Alors, à part le fait que ça ne peut déboucher que sur le désastre, et que cette contradiction est en soi politiquement terrible, ça a une autre conséquence, c'est que dans une situation de tension sociale comme nous le vivons, l'une des seules réponses crédibles qui se dégagent au niveau international, c'est que ce qui peut activer la résilience sur le plan d'une société, et c'est valable en Europe comme c'est valable en Argentine, où les problèmes sont exactement les mêmes, entre une élite dirigeante qui essaye de réformer le pays et une opposition populiste qui essaye de reprendre le pouvoir. Ce qui peut éviter le populisme, c'est l'investissement résilient dans les infrastructures à fonction sociale, les hôpitaux, l'éducation, etc. Toute chose que des taux d'intérêt extrêmement bas permettraient de financer de façon très avantageuse, mais que donc la réglementation interdit de faire. Et donc quand on interroge le patron de l'AIOPA, qui est très souriant, il est toujours souriant, il n'est pas slovène, hein, il dit, je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte des conséquences sociales que appliquer à la lettre une politique comme ça a? Et avec un grand sourire, il dit « It's not in my mandate ». Voilà. Ah bah oui, non mais je veux dire, je pense que dans d'autres périodes de l'histoire, il y a des tas de gens qui ont dû dire dans des tas de langues, pas loin de nous, c'est pas dans mon mandat. Et on a vu le résultat. Donc la question fondamentale, c'est de savoir si à un moment donné, on change les règles, oui, il faut et en vertu de quels critères. Je me rappelle que Emmanuel Macron, lorsqu'il avait fait la campagne, il avait dit « Il faut savoir challenger la Commission lorsque c'est nécessaire ». Eh bien, nous avons là des exemples concrets du fait que c'est nécessaire. Et donc, sur le plan international, j'en profite pour dire que, et ça concerne aussi Jean-Hervé, parce que ce qui va se passer cet été du côté d'Aix va être important. Et là, pour le coup, ce sera le Davos français, mais même mondial, parce qu'on aura l'occasion d'organiser le B7 avec l'ensemble des représentants des entreprises. Business 7, l'ensemble des représentants des entreprises des 7 grands pays, plus peut-être quelques autres qui seront invités, avec le représentant des employeurs et puis des principales entreprises, avec toute une série de grandes personnalités du monde économique, et qui vont, à l'issue de ces 2-3 jours de conclave, comme chaque année, mais donc proposer des solutions et des idées pour qu'elles soient utilisées, c'est ça le but du B7, pour le G7 qui va suivre en août à Biarritz. Et le thème sera précisément des thèmes qui sont des thèmes en forme de réponse aux questions qui sont posées depuis le début de la journée, c'est-à-dire comment on traite de l'avenir du travail avec les nouvelles technologies et quel impact ça a, comment on gère les questions de la transition énergétique par rapport à tous les problèmes sociaux qu'elle pose, comment on traite d'un commerce international qui ne soit pas simplement free mais fair, et fondamentalement comment transforme-t-on, réforme-t-on la gouvernance internationale, qui est une gouvernance qui ne fonctionne plus, qui n'a pas fonctionné et qui est en recul aujourd'hui, et qui ne fonctionne plus essentiellement parce qu'elle est totalement déconnectée de la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est une gouvernance qui a été créée après Bretton Woods, dans un monde où il n'y avait pas les pays émergents, dans lequel il n'y avait pas les grandes organisations internationales, dans lequel il n'y avait rien de ce qui aujourd'hui compte dans le monde, et dans lequel la dimension sociale est totalement déconnectée du reste. Donc ça, c'est des questions de fond. Il faut des réponses nationales, mais il faut aussi une réponse internationale, et c'est ce qu'on essaiera d'apporter à ce moment-là. Et je dirais juste une dernière chose, c'est qu'on a lancé avec le MEDEF... J'y reviens. Non, juste, je me permets de regarder, je regarde les questions, et il y en a une qui n'est pas très gentille, qui est à mon égard, donc je réponds. Parce que, alors, je dis bonjour à celui qui l'a envoyé, je lui dis, franchement, le monde de l'assurance, c'est un monde de l'amitié, donc pas de mauvaise humeur. Peut-on parler, je la reprends, peut-on parler d'Europe? J'ai posé cette question, je l'ai posée de son... Oui, mais il ne l'a dit pas gentiment. Il l'a dit pas gentiment, oui. C'est justement la preuve que l'on n'a rien compris à l'Europe, merci pour moi. Donc c'est sûrement vrai, mais juste peut-être pour expliquer l'Europe, évidemment que ce n'est pas l'euro, ce n'est pas la question. C'est que la question que posait avec beaucoup de talent Nicolas Béthou était une question de regard rigoureux. Moi, je ne suis pas capable de traiter de ce qui se passe en matière générale sur l'Europe. Je suis capable de regarder si la croissance de la zone euro, qui a une banque centrale
précise, qu'il y a une union bancaire en train de se mettre en place, donc des choses qui sont de mon domaine, je peux le juger. Le reste, je ne suis pas tout à fait capable de créer. Vous avez raison, je ne suis pas capable de créer, de juger de l'Europe. En revanche, évidemment, je suis de votre avis, l'Europe, ce n'est pas l'euro, mais par pitié, l'amitié, la gentillesse et la tendresse, ce sont des vertus européennes. Bien sûr. Valérie Gomez-Bassac. Oui, juste un mot encore une fois pour rebondir. Nous traversons en ce moment donc une période qui est difficile, avec des revendications qui sont difficiles et on doit en tenir compte. C'est vrai que dans le choix qui a été fait, et je suis prête à entendre toutes les critiques. On a voulu tout d'abord donner plus de souplesse au monde économique, c'est-à-dire à travers les ordonnances travail, c'est-à-dire à travers la loi Pacte. Et ça a eu pour corollaire de retarder les mesures sociales que nous aurions peut-être dû prendre plus tôt parce qu'elles arrivaient. Et c'est vrai que là, on a été pris de court. Mais aujourd'hui, donc, il faut arriver à désamorcer ce mouvement et à être à l'écoute et à apporter des solutions concrètes. Mais tout cela aussi dans une vision plus globale et dans une vision européenne parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les autres États rencontrent les mêmes difficultés que nous à d'autres niveaux. Mais il y a eu des inquiétudes qui sont légitimes, qu'il faut entendre, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des entreprises. Et là, aujourd'hui, il faut être prudent parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à travailler, quoi. Bernard Spitz, vous étiez en train de dire que dans votre travail au MEDEF, vous étiez en train de lancer une campagne du MEDEF pour l'Europe. Oui, la difficulté du sujet européen, c'est que donc, à la fois, comme on le dit, il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées, mais il ne faut pas oublier, même la députée l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on doit à l'Europe. Alors, il y a tout ce qu'on doit à l'Europe, bien sûr, en termes de paix entre nos États, mais il y a, de façon très concrète et très simple, et ça, je pense que chacun dans la salle le partage, des améliorations dans la vie de tous les jours et dans la vie des entreprises et dans la vie des citoyens. Et on finit par les oublier parce que personne ne les rappelle. Donc, ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas une campagne politique. Les entreprises ne sont pas là pour faire de la politique. Elles sont là pour témoigner de la réalité. Et la réalité, de façon non donneuse de leçons, non élitiste, mais simplement factuelle. Donc on a eu l'idée de demander à quelques centaines de responsables d'entreprises de dire en 30 secondes devant enregistré en vidéo des choses aussi simples qu'avant, dans mon entreprise, il fallait 4 jours à mes camions pour qu'ils aillent de tel point à tel point. Maintenant, il n'y en a plus qu'un et merci l'Europe. Avant, j'avais besoin de X personnes pour faire de l'administratif, etc. J'ai pu investir ça dans la recherche. Merci l'Europe. Et donc, c'est un rappel des choses fondamentales pour simplement peser dans le débat, mobiliser les gens et puis essayer de donner une impulsion à en faveur de l'Europe. Car on peut à la fois, et c'est la difficulté et la nuance par rapport aux caricatures qui sont faites ici et là, il faut à la fois être capable de reconnaître et de bien valoriser ce qui existe grâce à l'Europe, que d'ailleurs les Anglais sont en train de découvrir à vitesse accélérée, oui. Merci, très pédagogique le Brexit, et deuxièmement, mais en même temps, d'être crédible dans l'idée que cette Europe-là, elle a fini par s'enliser sur un certain nombre de directions et qu'elle est un instrument indispensable à condition, évidemment, de le réformer, mais sans l'agresser. Simplement, après tout, c'est pas la faute de l'Europe, c'est quoi l'Europe? Là, c'est la faute à nous tous. Si une question par SMS, est-ce qu'un Frexit est envisageable ou à craindre? Je ne sais pas comment c'est formulé exactement, mais un scénario de Frexit est-il crédible? Exit de la France. Il n'y a plus de scénario politique qui soit impossible. Hein. Je veux dire, ce qu'on a sous les yeux décourage les scénaristes de séries télévisées parce qu'ils se suicident chaque soir quand ils voient que la réalité a dépassé ce qu'ils ont essayé d'écrire de façon excessive. Donc j'ai beaucoup de commisération pour eux. Donc on voit bien que tous les sondages montrent que les Français sont très attachés à l'Europe, que les partis qui ont défendu une sortie de l'euro s'en sont mal portés. Donc la logique, c'est pas de dire qu'on est dans cette direction. Maintenant, dans un processus de décomposition, tout peut arriver, y compris le pire. Valérie Bassac-Gomez. Alors, il faut être prudent. C'est vrai que on parle souvent de l'Europe en mal et on oublie, comme vous l'avez dit, on oublie surtout ce qu'elle nous apporte de bon et il faut le rappeler régulièrement. Est-ce que c'est à craindre? Je ne pense pas et je n'espère pas. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on voit bien à travers tout ce qui se passe qu'il y a un manque de confiance dans les élus, un manque de confiance dans les corps intermédiaires, un manque de confiance dans les médias. Donc, il faut redonner confiance pour redonner cette envie d'Europe et de plus d'Europe et de mieux d'Europe.
Il n'y a que dans l'armée qu'on a confiance. Dans l'armée. Dans l'armée, je crois que une question fondamentale en ce qui concerne la défense, c'est que c'est aujourd'hui, et depuis des millénaires, la responsabilité légitime de l'emploi de la violence armée a toujours été de la responsabilité des nations. Oui. Et il est extrêmement difficile d'imaginer aujourd'hui, un gouvernement fédéral européen qui pourrait prendre la responsabilité de faire tuer des gens. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une question nationale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas coopérer de manière considérable et beaucoup plus avancée qu'aujourd'hui. Dans la description des risques, le paysage que vous nous avez brossé au début de notre discussion, la Russie n'apparaissait pas en tant que telle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque russe pour l'Europe? Il y a un risque russe pour l'Europe, oui, indiscutablement, à la limite, je dirais, autant dans les perceptions des Européens que dans la réalité des faits. Peut-être davantage même dans la perception. Parce qu'il est clair que dans les pays baltes, en Pologne, par exemple, on vit dans l'angoisse permanente de l'ours voisin. Ils ont traversé le pays tellement souvent. Voilà, ils ont de mauvais souvenirs. Donc, si vous voulez, il y a toute une partie de l'Europe qui a une sensibilité à l'égard de la Russie qui est très différente de celle qu'on peut avoir, nous, au bord de l'Atlantique et de la Méditerranée. Maintenant, à contrario, je veux dire, il n'est pas imaginable que pour toutes les raisons du monde, politiques, économiques, etc., que nous considérions la Russie comme notre futur ennemi, c'est-à-dire qu'on recommence la guerre froide. Or, cette tentation existe. Elle existe en particulier à l'OTAN, on le sent bien. Il y a eu des déclarations du commandant suprême des armées alliées en Europe, qui était l'année dernière, qui était quand même un peu inquiétante à cet égard. Voilà. Ce que je crois, c'est que les Européens en eux-mêmes, en dehors de toute volonté polémique, doivent arriver à trouver un certain nombre d'accords avec la Russie sans céder sur des principes qui fondent le récit européen. Toute la difficulté étant dans le sans céder à des principes qui fondent la réalité européenne. J'ai une dernière question SMS pour vous et je vous demande à chacun d'y répondre. Est-ce que la guerre est assurable? Alors, c'est en partie assuré, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il existe des compagnies d'assurance très liées au milieu militaire qui assurent les risques personnels individuels des militaires qui sont confrontés ou peuvent être confrontés à la mort ou à la blessure. Il y a des compagnies, de grandes compagnies, on peut se penser à la Lloyds en particulier, qui assurent les bateaux qui passent aujourd'hui le long de la côte somalie. Dans des zones de guerre, oui. Voilà. Ou de piratage. Et c'est grâce à la Lloyds, Piraterie, si je puis dire, plutôt. voilà, c'est grâce à la Lloyds, très concrètement, que les Britanniques ont accepté de prendre le commandement de cette opération de l'Union européenne contre la piraterie, parce que la Lloyds estimait que les risques qu'elle prenait en laissant courir, si je puis dire, les pirates, naviguer les pirates au large de la côte somalienne, devenaient exorbitants. Et donc, c'est poussé finalement par une compagnie d'assurance que le gouvernement britannique a accepté le commandement de cette opération. Donc, il y a un lien non négligeable. Je vais poser la question à Jean-Hervé, puis et c'est l'assureur qui finira sur cette question. Est-ce que la guerre est assurable? On est bien dans un... C'est amical. Dans une réunion? Non, ouais. C'est la MRAE. Alors évidemment qu'elle est assurable. Si on veut avoir des amis ici, on a intérêt à expliquer que tout est assurable. Moi, ce qui m'intéresse dans le mot assurable, c'est le mot sûr. J'ai bien aimé ce que le général a dit tout à l'heure en expliquant qu'il y a l'ADN humain et qu'au fond, il y a une espèce de vision naïve que chaque génération a de penser que ça y est, la guerre est tellement loin de nous. J'ai relu des textes qui nous ramenaient à la fin du 19e siècle, où de la même manière, on avait eu des confrontations en Afrique, mais l'idée de refaire une guerre paraissait impossible, folie. Dans la réalité, je trouve que la guerre est une chose qui est tout à fait envisageable, possible. Ce goût de la violence, ce goût de la domination, ce goût de vouloir imposer aux autres sa propre vision. Et je terminerai une fois de plus pour être très, très copain avec les assureurs. L'assurance, c'est le lieu de la rationalité, c'est le lieu de l'intelligence, et donc c'est le lieu de ce qui doit nous permettre de nous éloigner de l'irrationalité absolue qu'est la guerre. Merci Valérie Gomez-Bassac. Hein. Ouais.
Alors moi, c'est plutôt cette question qui m'angoisse parce qu'en effet, on peut assurer tout risque prévisible. Donc, eh bien, il faut croire qu'on peut s'attendre à une guerre et que la guerre serait assurable. Enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là et que c'est surtout, voilà, on va tout faire pour éviter cela, mais espérons que nous allons tous dans le bon sens. En tout cas, en tant que citoyenne, je l'espère. C'est Bernard qui va avoir le mot de la fin. Juridique, intellectuellement, tout est assurable. Après, repousser les limites de l'assurabilité, c'est en permanence un défi. Et d'ailleurs, la notion de guerre elle-même pose une question. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cyberespace? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, bon. Donc, on a déjà eu ces débats sur le terrorisme. Il y a une question de magnitude. À un moment donné, ce n'est pas simplement un problème d'assurance, un problème de réassurance. Il y a un problème de poules qui peuvent se constituer, mais il y a certaines limites au-delà desquelles, et juridiques, dans lesquelles, à ce moment-là, on sort du champ. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que la guerre de 14, on a inventé les assurances en matière de guerre, parce que c'était un mouvement patriotique, et il y a eu, les compagnies d'assurance ont inventé ont assuré quoi? Des ont biens? assuré les destructions de biens pendant la guerre, et d'une certaine façon, elles ont d'ailleurs rempli leur mission au-delà, en bons patriotes qu'elles étaient. Merci beaucoup. Merci, Général Matéja. Merci, Bernard Spitz. Merci, Valérie Gomez-Bassac. Et merci au Chichester de l'économie, Jean-Hervé Rolanzi.